Deuxième, j'ai vu beaucoup plus de prise de risque, de course en profondeur, de jeu vers l'avant. Et je trouve que c'est mérité qu'on ait pu revenir au score. Ah là là, mon ami El Gringo, les intros et l'outro, les amis, l'outro, c'est vraiment au niveau Ligue des Champions. Mon ami El Gringo, comment ça va ce matin après cette, je vais pas dire, c'est pas une défaite, hein, mais il y a une frustration qui est vraiment, on l'attendait pas cette frustration aussi grande, mais quelque part il y a aussi une satisfaction de se dire qu'on est là où on mérite d'être. Oui, oui, clairement, tu as très bien résumé la situation. La frustration vient du fait qu'on a surdominé Lille qui n'a absolument pas existé pendant ce match et que la victoire aurait été largement méritée. Ce que vient de dire Genesio, moi, je ne l'ai absolument pas vu. Ses courses vers l'avant et Le son seul qu'il a vu, hein. égalisation méritée, je ne les ai absolument pas vues. Et d'un autre côté, le fait de se dire quand même qu'on a sorti un très gros match et que si on fait les 2 derniers matchs à ce niveau-là, il n'y aura aucune discussion sur le fait qu'on gardera cette 2e place. J'ai même l'impression, hein, on va le regarder quand même en vidéo, j'ai l'impression qu'on a retrouvé l'OM du début de saison. Dans tout, dans toutes les spécificités, dans le style de jeu, dans les joueurs qui ont explosé en début de saison, que ce soit Mason Greenwood, qu'on retrouve vraiment le Greenwood de début de saison. Est-ce que, quelque part, ça fait partie du football d'avoir des hauts et des bas dans une saison, mais le plus important, c'est de bien finir. Oui, c'est sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que, et ça, on en parlait il y a quelques temps, que des joueurs importants étaient blessés et qui Ouais, reviennent c'est vrai. maintenant au top de leur forme. Tu as Balerdi, Højbjerg et Guiri, tu n'as plus la même équipe quand ils étaient blessés. Ça, c'est une certitude. Tu rajoutes Greenwood, effectivement, qui a eu un creux physique, même si, comme je disais, pour moi, il n'était pas aussi catastrophique qu'on le disait. Mais là, tu vois quand même la différence. Il est beaucoup plus en jambes. Ça libère, non, un peu d'être sur le couloir. Moi, je trouve tellement proche de la ligne. Et en fait, il a ce fameux passement de jambe pour l'enchaînement pied droit. J'ai cette impression-là. Dites-nous, les gars, si vous aussi vous avez cette impression aussi en commentaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Greenwood, il a retrouvé la joie de jouer vraiment en étant collé à la ligne? C'est là où il se sent le mieux. Ouais, peut-être. Après, en tout cas, ce qui est certain, c'est que à ce poste-là, là, on l'a vu refaire des choses qu'on ne voyait plus, et c'était ces changements d'aile que j'adore. Et vraiment, Ah il ouais, a ah, ces ça. changements d'aile de 60 mètres qui arrivent dans les pieds de Luis Enrique à chaque fois. Donc, peut-être que le schéma y est un peu pour beaucoup, mais honnêtement, j'y crois pas tant que ça, parce que, comme je disais, sur la série, de toute façon, c'est ce que j'ai répété pendant toute cette période, toute cette mauvaise série, c'était vraiment une question d'efficacité pour moi, parce que je continue à dire que Lens, le match est bon, que les 30 premières minutes de Reims sont très très bonnes, et qu'au final, si tu regardes la première mi-temps de Monaco, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que Monaco n'a pas existé, si tu enlèves l'erreur de Kondogbia. Mais bon, tu sens quand même que tu as les joueurs qui ont récupéré, des joueurs qui ont récupéré du jus, et comme je dis, c'est logique, il y en a qui étaient blessés. On rappelle, Monaco, Hubert revient à peine, Balerdi n'est pas là, et Guiri commence sur le banc. Mais Faut pas Naïm, l'oublier. je t'ai souvent parlé, je vais le mettre à l'écran, je t'ai souvent parlé de dynamique. Tu Mm. vois, pour moi, la dynamique, c'est la chose la plus importante sur la fin de saison. On est en train de retrouver une dynamique, tu le vois, il y a du vert, il y a un match nul, mais je considère que c'est comme il y a des défaites qui peuvent être encourageantes, même si le mot n'est pas bon. Ce match nul, pour moi, il me rassure en me disant, faut pas déconner, on est largement au-dessus de Lille sur le match. Finalement, sur la saison, toute la saison, on était sur le podium. On avait vu, Naïm, on avait vu une stat quand l'OM est deuxième à la mi-saison, l'OM finit toujours deuxième. Ouais, clairement, le fait d'être à 2 journées de la fin, mettre notre destin, c'est l'essentiel. Maintenant, voilà, il va falloir être sérieux parce que ben, on reste malgré tout, malgré notre bon jeu, notre meilleure phase, on reste toujours à la merci de ce fameux premier but. Le Havre, la semaine prochaine, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont tous se mettre derrière et tenter de tenir le 0-0 le plus longtemps possible en espérant de nous contrer. Donc voilà, mais on a récupéré de la confiance et ça, c'est vraiment le plus important. Et surtout, Naïm, quand on regarde le classement, on va regarder en haut, mais on va regarder en bas aussi, parce que le classement de cette saison, si je lève Paris, il est incroyablement extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la première fois peut-être que je vois un classement où le deuxième, où nous, deuxième, on a 9 défaites, mais que le troisième, on a 8, et que le quatrième, on a 7, et Lyon a 10 défaites. Et finalement, on se regarde et on se dit, Naïm, il reste 2 journées, il peut tout se passer. Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis, si on passe à côté des 2 derniers matchs, c'est nous qui finirons hors Ligue des Champions. En bas, comme tu l'as dit, c'est exactement la même chose. Donc, ouais, oui, vraiment un championnat qui est quand même incroyable pour un spectateur neutre.
Je pense que ça doit être exceptionnel de vivre cette fin de saison pour la course à l'Europe. Ah ben, je vais regarder le bas parce que on fera l'avant-match, etc. N'oubliez pas, les amis, cette semaine, on va avoir une semaine extraordinaire. La course à l'Europe, jeudi soir à 21h en direct sur YouTube. On aura l'ensemble des intervenants en route pour la Coupe d'Europe. On aura Lille, Lyon, Strasbourg. Lyon, je ne sais pas si on ne va pas les écarter. Non. Ok, voilà, Lille. On aura Monaco, on aura Nice. En plus, tous les gens qui seront là, les gars, ont un niveau de connaissance sur leur club. Vraiment, c'est du très, très, très pointu. Donc, on va se régaler jeudi soir, les gars. Et on attendait ce match de Lille, Naïm. Si je regarde le classement, Le Havre, 31, Nantes, 32, Angers, 33. Le Havre, leurs 2 derniers matchs, c'est l'OM et Strasbourg. Ouais. Et Le Havre qui a accroché Monaco, même si, bon, ça, il a vraiment fallu que Monaco fasse un très, très mauvais match. Donc, voilà, rien n'est joué, mais on a quand même fait un grand pas vers la qualification. Et surtout, c'est ce qu'on a montré dans le jeu, en fait, qui nous rend confiants pour Montre-moi le jeu. Montre-moi le jeu. On n'est pas toujours tombé juste dans les avant-matchs parce que la spécificité des matchs de l'Olympique de Marseille font que parfois les équipes adverses se surpassent ou changent ce qu'elles ont l'habitude de faire. Là, pour le coup, je crois qu'on est plutôt bien tombé. On avait dit que Lille, les gros matchs de Lille étaient souvent ennuyeux parce qu'ils les fermaient et parce qu'ils ne proposaient pas grand-chose. Ça a été le cas, mais nous, à l'inverse, on a essayé des choses et parfois, ça partait de roulis avec beaucoup de justesse technique. Tu vois, cette ouverture et cette remise magnifique de Rabiot. Voilà, sur une longue ouverture. Et derrière, il y a le jeu qui se pose. Et tu as cette magnifique ouverture extérieure d'Højbjerg pour aller chercher Greenwood. Et là, ce qu'on a rappelé toute l'année, c'est vraiment l'apport de Murillo. Cette course, il part de très, très loin. Il dédouble, il va vite. Greenwood donne un ballon parfait dans le bon tempo. Et il faut un gros arrêt du gardien pour la sortir. Je pense que là, c'était un peu dur de la mettre en retrait pour Murillo. À mon avis, il fait le bon choix, mais même si ce n'était pas simple. Et là, pareil, des redoublements sous pression. Lille n'a jamais réussi à régler notre problème. Et avec des redoublements de passes, tu le vois là encore. Tu sors de l'arrière, tu élimines un premier pressing, tu joues rapidement en appui pour aller chercher sur le côté Luis Enrique et tu te retrouves d'une situation où tu étais pressé à la sortie de tes 20 mètres à Luis Enrique face au jeu à 50 mètres de la cage. Bon, il va très très mal gérer ce coup parce qu'il va donner le ballon beaucoup trop tôt à Luis Garcia. D'autant plus que Luis Garcia, la course avec Pardo. Bon, c'est peut-être l'un des joueurs les plus rapides de Ligue 1, Pardo. Donc, c'est vraiment l'axe de progression majeur l'an prochain. Ça sera ce couloir gauche. Luis Garcia fait de très bonnes choses et c'est un remplaçant vraiment de qualité. Mais je vais même plus loin, Naïm. Je vais même plus loin, mon ami. C'est que pour moi, l'année prochaine, en cas de qualification Ligue des Champions, les couloirs droite et gauche, c'est la priorité. C'est-à-dire que Murillo, c'est un super bon joueur. En plus, il peut te dépanner à plusieurs postes. Mais il faut qu'on soit capable, dans la saison, d'avoir en fait 4 joueurs sur ces postes-là qui peuvent être performants et qui peuvent surperformer quand l'un a un coup de moins bien. C'est la priorité dans le système moderne du foot de haut niveau. À Paris, tu lèves Hakimi et Nuno Mendes. Mais Paris ne finit pas avec autant de points en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Tu l'as vu contre Strasbourg, hein. Ah oui, ça change tout. Quand tu as des latéraux, le fait d'avoir enlevé Merlin et d'avoir mis Ulysse Garcia déjà, ça t'apporte cette sécurité. Je veux dire, Ulysse Garcia, tu t'en rappelles, Naïm, on disait toujours, je te posais la question, je dis qui sera le joueur qui va se révéler dans la deuxième partie de saison. Finalement, on a attendu la fin. Et pour moi, la grande surprise, c'est Ulysse Garcia. Il te change beaucoup de choses. Hein. Il est beaucoup plus solide défensivement que Merlin. Et au final, tu te rends compte qu'il a au moins une aussi bonne activité offensive. Donc franchement, Merlin, ça aurait été la grosse déception quand même à l'OM parce c'est un joueur qui a une vraie patte, mais qui n'a pas les capacités athlétiques pour jouer là. Et vraiment, Garcia aurait été très, très, très intéressant. Et plus que ça, puisque sur une action, donc une action magnifique, hein, tu vois Rabiot qui se bat au début de cette action-là. Balerdi, prise de risque, même si ce n'est pas la plus difficile, il faut quand même aller chercher cette passe-là. Il a été toujours la volonté monstrueux. Balerdi, monstrueux. Techniquement, il a presque rien raté. Et tu vois, ça aère le jeu. Ça permet d'aller chercher Garcia qui, justement, lui est haut et propose déjà quelque chose. Et là où il a été impressionnant, Garcia, on voit la course de Rabiot qui a été montrée. Vraiment, c'est là où il excelle. Mais cette justesse, cette vision du jeu et cette justesse de Garcia, c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir chez Merlin. Parce que sachant qu'il a une qualité de pied en plus, Merlin. Il a cette qualité de pied. C'est ce qu'il faisait pendant la préparation. Et là, cette action, elle est exceptionnelle. Franchement, les buts qu'on aura marqués contre Lille cette année, les 3 buts auront été magnifiques. Et c'est le football, Naïm. C'est ça le football.
Ouais. Bah, dès qu'il y a un poil plus d'espace, parce que Lille ne s'est pas livré, attention, loin de là. Mais bon, c'était quand même pas Reims, c'était pas ça Auxerre qui se mettait dans leurs 20 mètres. Bah, tu te rends compte que dès que tu as ne serait-ce qu'un poil plus d'espace, tu arrives à faire vraiment de très belles choses. Et en tout cas, dans les intentions de jeu, il n'y avait pas photo. Il y a une équipe qui n'avait pas besoin de gagner, c'était nous. Et c'est pourtant nous qui avons tenté le plus de choses, qui avons maîtrisé le ballon, qui avons fait les meilleurs pressings. Et ben, en face, il n'y avait pas grand-chose à nous opposer. C'est en ça vraiment que le résultat est très, très frustrant. Ouais, le résultat, il est frustrant. Et il y a un joueur, avant le match, on avait tweeté sur les réseaux, on disait, mais il y a un joueur quand même que je mets en avant, je vais quand même mettre mon tweet, Naïm, je me fais pas de l'autopromo, les gars, je vous rassure, mais je vais quand même mettre mon tweet parce que Naïm et moi, on s'envoie un message à la 35e minute de jeu, après le carton jaune d'Ismaël Benasser. Et Naïm et moi, on se dit, je suis l'entraîneur, je sors Benasser à la mi-temps. Naïm, est-ce qu'il a appris de ses erreurs, le coach? Je ne sais pas s'il a appris, mais moi, très souvent cette année, quand même, et c'est rare avec un entraîneur, ces changements, je les comprenais quasiment tous. Pas tous, il y a eu certaines fois non, mais globalement, oui. Et là, c'est très, très intelligent. C'est pas que, contrairement à ce que j'ai lu partout, que Benasser a fait une première mi-temps catastrophique. Je trouve que c'est absolument. Les gens n'ont pas compris, Naïm, ce message. C'est ce que je dis, je vais loin là-dessus. On parle d'un match à plus de 50 millions d'euros. C'est-à-dire que ce match-là, je ne parle pas d'un match dans la saison contre. Ce match-là, il vaut 50 millions d'euros. C'est-à-dire que la moindre erreur, on l'a vu avec Rouli, malheureusement, on n'attendait pas celle-là d'erreur, mais la moindre erreur, elle peut te transformer ta fin de saison. Donc, Benasser qui prend un jaune sur une perte de balle, mais tu vois, bête. Ouais. Derrière, qui dommage, ça entache sa prestation qui est pas mauvaise, hein. Franchement. Non, il avait loin la de là, disponibilité, il a récupéré des ballons, mais on est dans un match cadenassé avec énormément de contacts au milieu du terrain et ça va trop vite. Un joueur qui va mettre le pied juste devant et tu vas lui mettre le crampon sur le pied, carton jaune, deuxième carton jaune, carton bien rouge, sûr. le match. Surtout qu'André, t'es un chien fou en face de toi, donc il va te chercher le contact. Il va te chercher à ce que tu aies un deuxième jaune. Ouais, mais Ben Taleb aussi, mais il y avait beaucoup d'impact. On a répondu présent d'ailleurs. Et Benasser le premier, hein, il a récupéré beaucoup de ballons, Benasser. Mais voilà, c'était beaucoup trop risqué. Tu as le luxe d'avoir Rongier sur le banc et j'aurais fait la même chose dans l'autre sens. Si c'était Rongier, je l'aurais sorti à la mi-temps pour mettre Benasser. Par contre, c'est vrai que Rongier a été d'une justesse technique et d'une efficacité à la récupération. Il a fait une deuxième mi-temps de grande classe. Je trouve que les trois milieux ont été bons en première, mais avec des erreurs techniques, donc à l'image de Benasser, mais même Rabiot, il a raté quelques passes qu'il ne doit pas rater. Højbjerg, pareil, je ne les ai pas trouvés assez influents, même s'ils ont été bons. Par contre, les trois en deuxième mi-temps, je les ai trouvés vraiment très bons. Moi, je te montre juste la map de Rongier. Regarde bien, il a fait 45 minutes, il a eu 92% de passes réussies, il a joué énormément de ballons difficiles. Avec 4 passes longues réussies, duel remporté 5 sur 5. Et c'est incroyable. Il a été excellent dans le renversement vers Greenwood. Ces 4 passes longues, je les vois très bien. Enfin, j'en vois au moins 2 ou 3 qui sont vers Greenwood sur un long changement d'aile. Il a été très bon là-dessus. Et à la récup, vraiment, il a annihilé la seule chose qu'avait Lille, au final, hormis les quelques coups de pied arrêtés, c'était les récupérations et se projeter rapidement quand on était haut. Et il a annihilé 2-3 situations comme ça avec des interventions incroyables dans les pieds. Vraiment très bon. Mais j'ai envie de te dire qu'en deuxième mi-temps, à part Luis Enrique qui était un peu en dessous, je serais sorti. Très bon. J'ai pas compris pourquoi il a laissé aussi longtemps. Il n'a pas fait rentrer Rowe. Est-ce que c'est pour un peu la compensation défensivement, pour essayer d'aider Garcia? Ouais, tant qu'on menait 1-0, c'était compréhensible. Parce que c'est vrai que par contre, il a un gros volume de jeu. Il court beaucoup. Il est solide quand même quand il a envie dans le duel. Et tant qu'on menait, je le comprenais. Mais c'est vrai que quand ils ont marqué, je pense que ça aurait été pertinent de mettre Euro pour amener un peu plus de déséquilibre. Après, on se rappelle qu'un partout, ça restait quand même un très bon résultat pour nous. Ouais, mais on peut parler, Naïm, aussi de cette impuissance lilloise. La réalité, c'est faut en parler parce que Pep Genesio est connu pour être un coach qui met à mal bien souvent les tactiques des équipes adverses. Mais là, excuse-moi, Genesio, il s'est fait massacrer jusqu'à l'échauffement. Ah, mais c'est ce que je disais en avant-match. Je trouve que j'aime pas trop honnêtement cet entraîneur déjà et je trouve qu'il est faussement humble.
Il commence souvent ses phrases avec en disant comme hier, ouais, c'est vrai, c'était pas trop bon au début de mi-temps, et puis après pour te sortir des dingueries comme quoi il méritait d'égaliser. Et au final, ce que j'aime pas, cet entraîneur, comme je disais, c'est que pour moi, il est passif. Il est toujours vraiment, voilà, et son seul but, c'est de contrer l'adversaire. Lui, il propose rien. Et c'est ce que j'avais dit en avant-match, et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Et tu vois, là cette position de Lille, où ils sont quand même quasiment à 1 mètre près, ils sont tous dans leur moitié de terrain. Et C'est des consignes, hein. C'est des consignes du coach, parce qu'ils ne presque sur coup de pied arrêté ou sur les relances, ce qu'ils ont fait sur le but, notamment. Et encore, c'est même pas très virulent, finalement. Et ben, tu vois qu'au final, même après l'ouverture du score, regarde, il y a 1-0 pour nous, ils viennent toujours pas nous chercher. Ils restent toujours dans cette position attentiste. Et voilà, ça c'est typique d'eux. Et j'avais dit autre chose aussi avant le match que je me rappelais du match aller et qui m'a été confirmé quand j'ai analysé les matchs contre Monaco et Lyon, c'est qu'ils sont incapables de construire quoi que ce soit eux-mêmes. C'est vraiment, ils marquent que sur des récupérations, sur des erreurs adverses. Et là, regarde, ils essayent de sortir un ballon sur un 6 mètres. Donc, ils vont partir sur le côté droit en 2 passes avec un pressing de 2 joueurs pas forcément ultra virulents. Ben, ils vont perdre le ballon en voulant jouer long parce qu'ils se retrouvent très vite enfermés. Là, pareil, sur cette action que je pense que tu vas très bien te souvenir, ils vont essayer de faire du petit jeu, mais on va être. Quand il y a un Rabiot dans le coin, des Højbjerg qui sont de suite concentrés et qui vont de suite au pressing, ils vont vite être armés. Et là, quelque chose que tu m'as dit qui a été très vrai, c'est qu'on a un arbitre qui, pour le coup, a vraiment eu un arbitrage Howard Webb, l'arbitre anglais. Je laisse tout jouer, jusqu'à même les grosses fautes. Exactement. Il a un peu abusé par moment, mais au moins, cette faute-là, où il n'y avait pas faute, 99% des arbitres de Ligue 1 te la sifflent. Tu le vois en rentrée quand même qu'il y avait Højbjerg. Højbjerg, il est seul en rentrée. Et malheureusement, je pense que là, bon, c'était à 0-0, donc on peut dire que ça n'a pas d'influence, parce qu'on a marqué juste après. Si ça était 1-0, ça aurait été peut-être plus problématique. Mais ouais, contrairement à Murillo tout à l'heure, où il y avait difficilement l'ouverture, je pense que là, elle y était. Mais bon, ça montre encore une fois que quand ils ont voulu jouer, ils ont pas réussi. Là, une scène vraiment les plus marquantes, c'est celle-là. Regarde, 58 minutes 45 secondes. Et pendant 45 secondes, ce qui est énorme sur une possession de balle, ils vont basculer de droite à gauche sans jamais réussir à trouver la solution. Et la seule passe vers l'avant, c'est celle-là. Finalement, tu as Pardo qui va être repoussé au même niveau que le joueur qui lui a donné le ballon. Ils vont donc rebasculer en arrière. Tu sais pourquoi, Naïm ? On n'a pas reculé, même en gagnant les 0. On n'a pas reculé, mais aussi, déjà, nous, on a été très bons dans le pressing, mais eux, comme je te dis, ils sont pas protagonistes, ils sont pas capables de créer des choses. Et donc, au final, ils tentent un jeu long qui va finir en touche. Une action, comme je t'ai dit, qui a duré 45 secondes. C'est énorme, une possession de 45 secondes où ils n'ont pas avancé d'1 mètre et ils ont fini par envoyer un long ballon en touche. Donc voilà, si tu veux. Toutes mes excuses pour Naïm, toutes mes excuses pour Alejandro. Je disais, c'est sur l'homme, il est très très bon, mais techniquement, c'est le fond. Encore une fois, et c'est la difficulté de l'OM aussi, de recruter des joueurs qui sont bons à l'OM et être bon ailleurs. Et c'est pour ça que je préfère un joueur comme Medina qui m'a l'air quand même plus à l'aise dans la relance. Mais tout ça pour dire que c'est frustrant ce match nul. J'ai envie de te dire presque moins pour le fait que nous on n'ait pas pris 3 points que le fait que Lille en ait pris 1. Parce que vraiment, ils ne méritaient pas. Et comme je le dis souvent depuis le début de la saison, sans l'effet de jeu qui les avantage, Lille ne serait même pas dans la course à l'Europe actuellement. Et hier, on a encore vu. Donc, comme je ne vais pas cracher sur l'arbitre. On a 2 faits de jeu hier, Naïm. On a 2 faits de jeu. Premier au bout de 3 minutes. C'est incroyable que la VAR ne revienne pas dessus. Alors, Garcia, il n'a peut-être pas été assez artiste. Il n'a peut-être pas été assez comédien. Mais c'est un carton rouge. Il n'y a pas de discussion possible. Je veux dire, c'est incroyable. Il lui a mis les crampons sur le genou. Ça, c'est erreur 77 de la saison. Erreur 78. Et ça, c'est pareil. On va potentiellement me dire que voilà, c'est des choses qui sont pas sifflées, etc. Ben non, je suis désolé, c'est pas vrai. De 1, c'est cette avance-là qui lui permet d'arriver aussi vite sur Rouli et de le gêner. Et de 2, les lignes servent à quelque chose. Je veux dire, quand un gardien avance de cette distance-là sur un penalty, le penalty, il n'est pas bon. Il est retiré s'il arrête. Donc là, pour moi, il y a une grosse erreur d'arbitrage. C'est pas parce il y a une énorme erreur de Rouli que ce but aurait dû être accepté. Mais bon,
Écoute, j'ai pas envie trop de cracher sur Ouais, Salah parce que j'ai vraiment aimé euh, la façon dont il a arbitré hier. moi j'ai Bah, kiffé. il a quand même légèrement abusé. Je veux dire, la faute sur Sur Sacha, Rabiot, ouais. c'est quand même carton rouge. Ouais, même sur Rabiot à l'entrée de la surface, il y a une grosse faute. Naïm, on va se projeter rapidement sur ce qui va se passer cette semaine. Naïm, je pense qu'on va être en tension toute la semaine parce que quelque part, moi je t'ai dit ça se jouera la dernière journée. Toi, tu m'as dit ça se jouera au Havre. Exactement. Faites vos jeux, les amis. Faites vos jeux. Dites si c'est Naïm ou moi, vous validez l'un ou l'autre. Mais j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que tu n'es pas loin de la vérité avec ce qui s'est passé à Lyon. Avec ce qui s'est passé à Lyon. Moi, j'avais vraiment la conviction que si on perdait pas à Lille, et ça même avant je me souviens, c'était avant Brest, hein, j'avais dit si on bat Brest et qu'on perd pas à Lille, ça ira à cette journée-là. Bon, on va voir, il peut se passer beaucoup de choses. Comme je te dis, il faut que nous déjà on fasse le travail. Mais je vois quand même beaucoup de matchs où il y a des choses qui peuvent arriver. Tu vois, à chaque journée, je disais, il y en a toujours un qui va perdre des points et c'est quasiment ce qui s'est passé à chaque fois. On a Monaco qui a perdu des points contre Le Havre, Lyon contre Saint-Etienne et là contre Lens. Et tu te souviens, il y avait une personne dans les commentaires qui nous avait dit, quand on expliquait ça, Incroyable. Lyon, ils vont prendre 13 points sur 15 sur les 5 derniers matchs. Bah, on est très très loin du compte. Donc voilà, à nous de faire le boulot. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent se planter. Tu vois, une équipe comme Nice, c'est vraiment ric-rac à chaque fois. Clip, monsieur Pelletier, on clip ça. Cherche pas à comprendre. Rennes, Nice, ils vont les taper à Nice. Je vous les mets maintenant. Bon, je parie pas, les gars, ça jamais. Mais si je pouvais, je mettrais la maison sur une victoire de Rennes. Vraiment. Parce que dernier match chez eux, ils viennent d'enchaîner défaite sur défaite. Nice pense que c'est une victoire quasi acquise parce que Rennes n'a plus rien à jouer. C'est le match traquenard, ça. Et c'est eux qui vont à part si Sanson nous remet encore un doublé, mais sinon, vu qu'il arrête plus de marquer. Mais non, il y a des possibilités. Après, voilà, l'essentiel, vraiment le plus important, c'est que si on fait 6 points, on est deuxième. Et je crois que ça, au-delà de tout ça vaut toutes les thunes du monde. J'ai vraiment envie de dire ça vaut toutes les thunes du monde. Au-delà de tout ce qu'on a expliqué tactiquement pendant cette vidéo, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. On a 6 points à prendre et on a totalement notre destin entre nos mains. Maintenant, attention, la seule erreur qu'on puisse faire, c'est de se dire que ça y est, c'est fini et qu'on va gagner facilement ces 2 matchs-là. Parce que Lens a montré que même les équipes qui ne jouent plus rien peuvent être très motivées sur un gros match. Et le Havre va jouer ça sur vide, donc le sera forcément. Attention, rien n'est joué, mais on est pas mal parti. Rien n'est joué, mais je préfère être dans notre position, Naïm, que la position de n'importe quelle équipe, hormis le Paris Saint-Germain. Donc, les amis, encore une fois, on vous remercie. Vos commentaires à chaque fois. Vous savez que, déjà, sachez que chaque commentaire, il aide au référencement de la vidéo et elle peut être encore plus partagée. Et ça nous fait énormément plaisir. Mais surtout, vos commentaires, à chaque fois, ils sont magnifiques. On essaye d'être le plus proactif comme on peut avec Naïm. Vous savez qu'on kiffe ce qu'on fait. Et encore merci pour tout ce que vous nous donnez comme force. On va se retrouver jeudi soir. Je pense que ça va être un live qui va être vraiment d'une qualité. On va essayer de l'animer du mieux possible. On sera beaucoup. Mais on a vraiment envie avec Naïm. C'est Naïm qui m'a soufflé l'idée. Il m'a dit, on devrait le faire avec l'ensemble des protagonistes parce que, en fait, le ressenti qu'on peut avoir nous, des fois, il est différent. Tu vois, le message que j'ai envoyé aux médias de Strasbourg, il m'a dit, nous, on joue pas la Ligue des Champions. J'ai dit, comment ça? T'es à 57 points. T'es à 2 journées de la fête, je joue pas la Ligue des Champions. À quel moment tu la joues pas? Donc je pense qu'on va en discuter. On va bien s'amuser jeudi soir, les gars. Après, il y aura bien évidemment l'avant-match, probablement le vendredi ou samedi. Et non, vendredi, parce qu'on joue samedi, et c'est samedi à 21h en plus, la deuxième finale. On se retrouve. Belle semaine qui nous attend encore. Voilà, une semaine incroyable avec l'élimination de Paris contre Arsenal. Ça va faire du bien, cette histoire et le Barça qualifié en finale, avec un doublé de Lamine Yamal. Si tout se passe comme prévu. C'est bon, mon ami El Gringo. Mais pour finir, les amis, je pense qu'on a le coach le plus fou du monde, mon ami El Gringo. Regardez bien parce que le diable se cache dans les détails. Et sur cette vidéo-là, pour finir avec Roberto De Zerbi, on a vraiment kiffé, les amis. On se retrouve jeudi 21h. Notez, c'est parti, les amis. I born ultras. Oui, mais je suis né ultra, moi. Là, des hot. Mon sang est avec eux.